Les entretiens de Synergie Mag. Les entretiens de Synergie Mag. Bonjour, c'est Célia. Bienvenue dans les entretiens de Synergie Mag. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Marie-Pierre Assimakopoulos. Aveugle de naissance, elle est aujourd'hui psychologue et conseillère en orientation scolaire et professionnelle. Dans ce podcast, Marie-Pierre nous parle, souvent avec humour, de son parcours et de son quotidien. Les entretiens de Synergie Mag. Alors, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Synergie. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Bien sûr, je m'appelle Marie-Pierre Assimakopoulos. Je suis psychologue de formation spécialisée en orientation scolaire, professionnelle et gestion de carrière. J'ai 46 ans. Qu'est-ce que c'est, gestion de carrière? Gestion de carrière, c'est tout ce qui touche pour les adultes au fait de choisir de rester dans le même métier ou d'en changer. Et est-ce qu'il s'agit de changer de poste, autrement dit d'emploi, ou carrément de métier? C'est-à-dire que on peut être employé de commerce, décider de rester employé de commerce, mais de passer d'un travail dans une banque à un travail dans une administration, par exemple, ou changer carrément de métier, c'est-à-dire passer du métier d'employé de commerce à reprendre une formation, soit pour devenir maître socio-professionnel, au hasard bien entendu, soit pour faire tout à fait autre chose qui n'a rien à voir, par exemple entrer dans la police, ou bien commencer une formation de secrétariat médical, enfin des métiers qui ne sont pas les mêmes qu'employé de commerce, qui est le métier de base. Quelles sont les études que vous avez faites pour devenir psychologue et conseillère? Alors, j'ai commencé par des études en psychologie. Le système de Bologne pour l'université n'existait pas encore, donc j'ai fait ce qu'on appelle une licence en psychologie. Et puis, après ma licence en psychologie, je me suis spécialisée en orientation scolaire professionnelle et en gestion de carrière. C'était donc un diplôme de 3e cycle que j'ai suivi à l'université de Lausanne. Donc j'ai commencé à Genève et j'ai poursuivi à l'université de Lausanne. À Lausanne, j'ai beaucoup apprécié le lieu parce que le campus est proche du lac. C'est vraiment un endroit où on se sent bien. C'est un endroit aussi où c'est plaisant de se promener, alors qu'à Genève, l'université est beaucoup plus dans la ville. J'ai trouvé dans les deux cas les enseignants assez accueillants et disponibles. Je pourrais raconter un tas d'histoires rigolotes qui me sont arrivées, mais c'est pas tout à fait en lien avec la question. J'ai aimé les deux lieux et j'ai appris dans tous les cas des choses extrêmement intéressantes et utiles. Pouvez-vous nous parler de vos deux métiers, s'il vous plaît? Le métier de psychologue, alors étymologiquement, psychologie vient de logos qui est la science et psyche qui est l'âme. Donc la science de l'âme, littéralement, la psychologie. Donc tous les psychologues s'intéressent à ce qui se passe dans l'âme, dans la tête des personnes, par opposition à ce qui se passe dans le corps. Même s'il y a très clairement un lien entre nos émotions et ce qui se passe dans notre corps. Le conseil en orientation, c'est une spécialisation. C'est important d'être psychologue au départ parce que on est amené à écouter énormément les gens. Donc il y a d'une part l'aspect écouter au bon endroit qui est extrêmement important et ensuite l'aspect vraiment d'information qu'on peut donner aux personnes. C'est-à-dire que parfois on a affaire à des personnes qui doivent changer de métier alors qu'elles ne l'ont pas choisi. Soit parce qu'il n'y a plus de place dans le métier qu'elles exerçaient précédemment, soit parce qu'elles ne peuvent plus exercer leur métier pour des raisons de santé, soit encore parce qu'elles ont été licenciées, enfin pour toutes sortes de raisons. Dans tous les cas, il peut y avoir des personnes qui changent de métier, qui ne l'ont pas choisi et qui le subissent. Donc, il y aura peut-être beaucoup plus de colère, d'inquiétude, alors que par opposition, il y a des personnes qui changent de métier parce que le métier qu'elles exerçaient précédemment ne leur convient plus. Et là, il y a plus quelque chose de l'ordre du choix. Et ça veut dire que les émotions qui vont être associées à ce changement de métier vont être différentes. Il y aura peut-être plus un côté défi. Je vais me lancer dans un métier ou une formation que je ne connais pas encore. Et donc là, il y a plus une dimension, je choisis ce qui m'arrive. Donc il y aura aussi peut-être plus un peu de peur et d'inquiétude aussi, mais aussi plus de fierté, de joie, de curiosité et de soif de découverte.
l'état d'esprit des gens va être très différent. Et c'est quand que vous avez commencé vos deux métiers, justement? J'ai terminé ma licence en psychologie en 2001 et j'ai pris une année sabbatique pendant laquelle je suis allée faire un diplôme d'anglais. Je suis donc partie en Angleterre parce que je voulais avoir un bon niveau d'anglais en me disant que je choisisse de rester psychologue ou que je choisisse une autre spécialisation. Je n'avais pas encore choisi l'orientation professionnelle à ce moment-là. Je vais devoir avoir un bon niveau d'anglais, c'est important. Ensuite, lorsque je suis rentrée, j'ai eu la chance, vu qu'on était en 2002, de travailler à l'exposition nationale qui a eu lieu en 2002 en Suisse, Expo 02, où je guidais des gens lors d'un parcours dans le noir. Ça s'appelle Blindeku. C'était extrêmement intéressant et drôle et pas toujours facile, mais très très chouette. Et ensuite, en parallèle, je postulais pour des stages dans le domaine de la psychologie d'abord. Un jour, je discutais avec une copine qui faisait des études pour devenir conseillère en orientation professionnelle et elle m'avait souvent dit que c'était intéressant et qu'elle aimait bien. Et je me disais, mais ça a l'air passionnant ce qu'elle fait, c'est vrai. Et elle m'a dit, mais prends contact parce que à l'Office d'orientation de formation professionnelle et continue à Genève, il propose des stages de découverte. Ça peut être intéressant. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas? J'ai donc postulé et on m'a proposé un stage de découverte. J'ai pu rencontrer plusieurs collègues qui exerçaient le métier. Et quand la dernière réponse négative est arrivée pour un stage en psychologie à proprement parler, je me suis dit, est-ce que je persiste dans ce métier où mes demandes ont été refusées ou est-ce que je tente de me former en orientation professionnelle? Et c'est le choix que j'ai fait, je le regrette absolument pas parce que j'ai appris énormément de choses passionnantes et j'aime beaucoup mon travail auprès d'adolescents puisqu'actuellement je travaille dans un cycle d'orientation avec des élèves de 13 à 15 ans. Et justement, quel est le regard que portent vos élèves sur vous, votre handicap visuel, ainsi que les enseignants aussi? Je crois que dès lors que c'est devenu naturel pour les enseignants, c'est devenu aussi naturel pour les élèves. En discutant avec un collègue enseignant, en préparant cette interview, je me suis rendu compte que au début que j'étais dans l'établissement où je suis actuellement, les élèves posaient plus de questions, mais aussi parce que comme j'étais nouvelle, c'était nouveau pour les enseignants aussi. Et plus ça va de soi pour tous les enseignants, plus ça va de soi aussi pour les jeunes. Le regard qu'ils portent, alors j'en parle pas spécialement avec eux parce que je ne suis pas là pour ça, mais une fois qu'on se connaît bien avec un élève, régulièrement il me demande, mais madame, comment est-ce que vous faites telle ou telle chose? Ou comment est-ce que ça fonctionne, votre synthèse vocale ou avec le braille sur l'ordinateur? Ou bien, lorsque je me déplace dans les couloirs, souvent il me propose un peu d'aide. Ou même, l'autre jour j'ai pris le bus à l'heure de la sortie de l'école, ce qui est un peu périlleux parce que 700 élèves qui sortent de l'école, qui courent, qui bousculent, il y en a un qui a hurlé il y a Madame Assimakopoulos qui essaye de monter dans le bus. Je me suis dit, pour la discrétion, c'est raté. Mais j'ai remercié chaleureusement en disant merci beaucoup. Donc je pense qu'il porte un regard plutôt aidant et bienveillant, même si on n'est pas au pays des bisounours. Ça peut arriver qu'il y en ait qui se moquent. Ça peut arriver qu'il y en ait qui regardent bizarrement. Mais ça fait partie, du fait d'être adolescent et de mon métier. Peu importe. Je pense que ceux qui ne connaissent pas peuvent regarder bizarrement ou se moquer, mais dès lors qu'on se connaît, c'est moins le cas. Même si ça peut aussi arriver. Les entretiens de Synergie Mag. Je suis aveugle de naissance due à une naissance prématurée. C'est-à-dire que je suis née à 6 mois à la place de 9, ce qui est beaucoup trop tôt. Ma sœur jumelle et moi étions de tout petits bébés à l'époque. Ce qui s'est passé, c'est que ma sœur, qui est née un tout petit peu après moi, mais quelques minutes, avait les poumons plus matures que les miens, ce qui fait qu'elle n'a pas eu besoin de beaucoup d'oxygène. Tandis que moi, j'ai dû être sous oxygène parce que je respirais mal en naissant, ce qui a abîmé mes rétines. Parce qu'ils n'avaient pas une connaissance aussi fine que maintenant de la manière de protéger les yeux des grands prématurés. Ils savaient que c'était quelque chose qui pouvait causer une cécité, mais ils ne savaient pas encore de manière assez fine et précise quel taux de saturation il fallait utiliser pour éviter de brûler en quelque sorte les rétines des grands prématurés comme ceux que j'étais à l'époque. Donc j'ai grandi en ne voyant pas. Et ce qui est drôle, c'est que en ayant une sœur jumelle, je n'ai pas compris tout de suite qu'elle voyait et moi pas. Je peux raconter une petite anecdote. Quand nous étions petites, ma sœur jouait et en jouant, elle est tombée. Et ma maman lui a dit mais regarde où tu vas. Et moi j'ai pris la main de ma sœur, je l'ai étendue devant elle en lui disant mais oui, tu mets ta main devant toi. Parce que je n'imaginais pas toute
petite fille que j'étais, on avait peut-être 3 ans, que regarder, ça puisse être autre chose. Et c'est en allant à l'école et en entendant les questions des petits camarades et aussi en jouant dehors que je me suis rendu compte que les autres enfants, ils pouvaient courir très vite, beaucoup plus vite que moi, sans risquer de se cogner. Et je me dis, mais comment ils font ça? J'ai compris que j'avais quelque chose de différent. Et ma maman me raconte, moi je m'en souviens pas très bien, mais ma maman m'a souvent raconté que petite, je lui disais que mon handicap, il était tout petit et que c'était pas grave, puisque je pouvais faire tout le reste. Les entretiens de Synergie Mag. Connaissez-vous d'autres personnes qui travaillent en tant que psychologue ou conseillère qui sont notamment aveugles? Oui, j'ai une collègue dans le canton de Fribourg qui est aussi psychologue et conseillère d'orientation et qui est aussi très très malvoyante. Maintenant, elle est complètement aveugle, on peut dire, mais à l'époque où je l'ai connue, elle voyait encore un petit peu. Lorsque j'étais étudiante, lorsque j'ai commencé ma spécialisation en orientation professionnelle, j'ai dû rattraper un certain nombre de cours puisque j'avais suivi l'université à Genève et que pour intégrer le diplôme qui était à Lausanne, il fallait que je rattrape certains cours que je n'avais pas faits. Et je voulais être bien préparée pour mes futurs entretiens d'embauche en expliquant comment j'allais accéder à telle information, comment j'allais résoudre tel problème. J'avais besoin de m'imaginer, de me représenter comment les choses allaient être lorsque je travaillerais. Donc je lui ai demandé si elle accepterait de m'accueillir en stage pour quelques semaines. Elle m'a dit, tu peux, mais tu postules comme n'importe quel stagiaire auprès de ma responsable, ce que j'ai fait. Et la responsable a accepté ma venue, ce qui fait que lorsque j'avais des entretiens par la suite, je pouvais très bien expliquer. Elle travaillait dans le cadre de l'assurance invalidité, de l'AI, elle. Parce que l'AI emploie aussi les conseillers en orientation que là-bas on appelle des conseillers en réadaptation. Je lui ai donc aussi posé des questions. Et je me suis rendu compte comment, par exemple, lorsqu'on doit faire passer des tests aux gens, comment est-ce qu'elle s'y prenait? Est-ce qu'elle parlait de son handicap ou non? Comment ça se passait avec ses collègues? Est-ce que parfois, il y avait des mauvaises compréhensions? Est-ce que peut-être il y avait des problèmes qu'elle avait auxquels je n'avais pas pensé? Et ça m'a aidé beaucoup pour les entretiens par la suite, au lieu de venir en disant, voilà, je suis non-voyante, je ne sais pas comment on va faire dans telle et telle situation. Ça m'a aidé à être beaucoup mieux préparée et à pouvoir dire aux employeurs, bah voilà, lorsqu'il s'agit de corriger des tests qu'on fait passer aux jeunes pour savoir quel métier les intéresse, tel test qui est graphique, je peux avoir recours à l'aide d'une lectrice, ou bien telle information on la trouve sur internet. Enfin bref, ça m'a permis d'éviter un certain nombre d'écueils. Donc ça a été précieux. Et j'ai aussi une autre connaissance. Lui, il est malvoyant et il est psychologue, psychothérapeute. Il a aussi été d'un grand soutien durant mes études parce que je voyais tous mes camarades d'études signer des contrats de travail et le mien tardait. J'ai postulé un peu partout. Je voyais que pour les autres, ils décrochaient un emploi assez facilement alors que moi, je courais les entretiens. J'avais un peu peur et ce copain m'a beaucoup rassurée. J'ai beaucoup pu discuter avec lui lorsque j'en avais besoin, du stress que ça représentait de me dire « Et si je ne trouve pas de travail qu'est-ce qui va se passer ?» Ces deux personnes ont été soutenantes pour moi. Comment ça s'est passé, votre entretien pour l'engagement dans votre lieu de travail actuel? Alors, ça s'est passé d'une manière assez simple. Lorsque j'ai postulé, j'ai reçu un appel de la personne qui avait avant mon dossier à l'assurance invalidité qui m'a dit « Mais comme on se retrouve, maintenant je suis directrice adjointe à l'office d'orientation scolaire et professionnelle. C'est donc moi qui vais décider de vous engager. » Ils m'ont pris en stage pendant une année, nous étions 3 stagiaires et au terme du stage, ils ont décidé de me garder. Ils nous ont engagés tous les 3. Ça veut dire que comme elle connaissait déjà les moyens auxiliaires, les possibilités d'adaptation, elle n'avait pas certaines réticences qu'ont peut-être des employeurs qui connaissent moins bien ce genre de choses. Par contre, durant mon stage, ça a été difficile parce que je me suis rendu compte au fil du temps que la réussite ou l'échec de mon stage étaient aussi les siens. Donc, elle ne me laissait absolument rien passer. Je n'avais pas droit à l'erreur. J'ai eu plusieurs fois l'impression qu'elle ne me faisait pas confiance. Elle m'a aussi fait des retours qui étaient parfois difficiles. Par exemple, en me disant que lors des entretiens, l'expression de mon visage était parfois un peu figée. Et j'ai dû vraiment apprendre, déjà à ne pas prendre ce qu'elle me disait comme des attaques personnelles, parce que c'est des choses très douloureuses. Et à la fin de mon stage, je suis allée vers elle et je lui ai parlé. Et je lui ai dit que j'avais eu plusieurs fois l'impression qu'elle ne me faisait pas confiance. Et là, elle m'a dit, mais si je ne t'avais pas fait confiance, je ne t'aurais pas engagée comme stagiaire. Et je lui ai dit, ça, vois-tu, j'aurais eu besoin de le savoir avant. Il y a eu des moments extrêmement difficiles. Mais je suis contente d'avoir dépassé ces difficultés, mais aussi d'avoir dit ce que je pensais et ce que j'avais sur le cœur. Les entretiens de Synergie Mag. Les difficultés, c'est parfois l'accès à l'information. On brasse
énormément d'informations. Il faut connaître les nouveaux métiers qui existent. Il faut connaître aussi les statistiques. Il faut connaître les filières de formation. Comme je travaille dans un cycle, je dois très bien connaître les filières d'information, que ce soit au secondaire 2 ou au tertiaire. Il y a beaucoup d'informations que je peux connaître, mais qui changent et que je dois maîtriser. Souvent, les statistiques à propos des parcours des jeunes, à propos des transitions entre l'école et le monde du travail, à propos du taux d'employabilité dans les différents métiers, sont présentées sous forme graphique. Et c'est assez compliqué. Là, j'ai recours à l'aide de ma lectrice qui vient quelques heures par semaine et qui me lit ce que je n'ai pas pu lire seule. L'accès à l'information reste quelque chose de difficile. Je dois être extrêmement attentive à me tenir bien au courant. Lorsque je suis de permanence à la Cité des métiers, ce qui est le cas une demi-journée par semaine, on peut me poser à peu près n'importe quelle question sur une formation ou un métier. Donc, c'est normal que je ne sache pas tout, mais je dois être rapide pour savoir où chercher l'information que je n'ai pas. Ce qui est aussi quelque chose qui n'est pas tout simple. Il peut aussi y avoir des questions. Est-ce que une personne qui a tel ou tel permis de séjour peut travailler, ne peut pas travailler? Combien d'heures est-ce qu'on peut travailler lorsqu'on est étudiant? Lorsqu'on est un adolescent, quel genre de stage est-ce qu'on peut faire ou est-ce qu'on ne peut pas faire? Je dois brasser un certain nombre d'informations. Ça, c'est la difficulté majeure. Ensuite, une autre difficulté, mais qui est une difficulté assez légère, est liée au déplacement. Parfois, on a des séances dans d'autres lieux que je connais pas, et là, je dois anticiper et m'organiser avec une collègue ou une autre pour me rendre sur place. Et lorsque c'est des intervenants externes qui donnent des informations, parfois je leur demande leur présentation avant, ou parfois, si pendant la séance je m'aperçois que je n'ai pas pu tout comprendre parce que beaucoup d'informations sont données visuellement sur leur présentation et ils ne vont pas lire l'intégralité du contenu de leur présentation, c'est logique, je dois les relire ensuite avec ma lectrice pour m'assurer que j'ai bien tout assimilé ce qu'il fallait. Ça, c'est essentiellement les difficultés. Une autre difficulté, mais qui est légère, c'est de me déplacer dans les couloirs de l'école où je travaille à l'heure de la récré, parce que faut vous représenter 700 élèves surexcités qui courent, qui bousculent, qui font les fous et qui regardent pas où ils vont. Lorsque je dois traverser le bâtiment, j'ai la chance de pouvoir compter sur l'aide de mes collègues. Je dois aller dans les classes faire des présentations. Donc là, j'ai pris l'habitude de demander à l'enseignant s'il est d'accord de venir me chercher à mon bureau pour aller jusque dans la salle de classe, histoire aussi que j'évite de me tromper de salle ou que je ne perde pas trop d'énergie à traverser tous les couloirs au milieu des élèves qui bousculent et que je puisse garder plus d'énergie pour leur proposer une présentation de qualité. J'ai aussi dû avoir une présentation PowerPoint pour pouvoir leur donner un support visuel pendant que je leur parle et moi-même lire la présentation en même temps que je la leur présente pour que je sache que c'est cohérent entre ce que je leur dis et ce qu'ils ont sous les yeux. Donc j'ai dû trouver des solutions pour ce genre de choses. Les facilités, alors ce qui est absolument génial, c'est le contact. Je dis aux élèves, la seule chose qui change par rapport à quelqu'un d'autre, c'est que je vais vous demander de redire votre prénom lorsque vous arrivez dans mon bureau. C'est comme le mot de passe. Si vous me donnez votre prénom, je saurai tout de suite qui vous êtes. Il y a 700 élèves, je vais pas tous les reconnaître à la voix. Et en plus, entre l'âge de 13 et 15 ans, il y a beaucoup de garçons qui muent, donc qui changent de voix. Et aussi en classe, ils peuvent lever la main comme ils en ont l'habitude, mais que c'est leur enseignant qui va donner la parole parce que moi, je ne peux pas le faire parce qu'il suffit qu'il y ait un élève qui ait la main levée depuis 10 minutes pour poser une question et que je ne le sache pas, il va attraper des crampes. Alors je leur présente la chose avec humour et ça passe tout à fait bien. Une autre facilité, c'est aussi que j'ai des collègues en or. Si je dois aller quelque part, ils m'accompagnent volontiers, quelque part où c'est difficile. Lorsqu'il y a des travaux autour de l'école, ce qui est le cas en ce moment, il y a toujours un collègue pour venir me dire gentiment « Fais attention, la configuration des travaux a changé, il y a un camion qui est placé à tel endroit. » Ou pour me dire « Viens me chercher lorsque tu pars parce que c'est difficile de passer, je vais peut-être t'accompagner au bus. » Et aussi, lorsque j'ai des soirées de parents où je dois parler devant 300 parents, j'ai ma collègue à côté de moi, on fait la présentation à deux parce que je m'occupe d'aider les élèves à choisir la filière qu'ils veulent faire et elle s'occupe d'aider ceux qui veulent faire un apprentissage à chercher leur place d'apprentissage. Donc, je m'occupe d'orientation, elle s'occupe d'insertion. Donc, on fait les présentations ensemble et lorsque je parle, elle fait défiler les slides et lorsqu'elle parle, elle fait aussi défiler pour elle-même et on est très, très complémentaires. La plus grande des facilités, je crois, c'est que je fais un travail qui me passionne. Les entretiens de Synergie Mag.
Quel conseil donnerez-vous à des personnes qui veulent entrer dans le domaine de la psychologie et de l'enseignement? Alors déjà, pour les études, c'est de s'accrocher parce que les études de psychologie ne sont pas toujours simples. On n'imaginerait pas, mais il y a beaucoup de choses visuelles, notamment les statistiques qui sont essentiellement sous forme graphique et visuelle, apprendre à lire des recherches, apprendre à comprendre aussi des travaux de recherche parce qu'ils sont beaucoup sous forme graphique. Donc la première chose, c'est de s'accrocher. La deuxième chose aussi, c'est de savoir de manière extrêmement fine parler de la déficience visuelle et des solutions. C'est-à-dire que si vous arrivez en disant « ça, je ne peux pas faire », l'employeur, il va se précipiter en disant « ah, elle peut pas faire ça, on n'engage pas, ciao !» Tandis que de dire « par contre, je peux avoir recours à l'aide d'un lecteur ou d'une lectrice, j'ai une demande de contribution d'assistance, je peux pallier de telle et telle façon, sans demander d'adapter le cahier des charges, mais vraiment être orienté solution. » Venir avec un problème et une solution derrière. Avoir donc anticipé au maximum. Et c'est pour ça que c'est important de discuter. Au début, ma supérieure souhaitait absolument que le secrétariat, parce que je n'étais pas en milieu scolaire à ce moment-là, je travaillais dans un centre d'orientation, elle voulait absolument que le secrétariat dise aux personnes que j'allais recevoir que je ne voyais pas. Mais c'était plus pour la rassurer elle qu'autre chose. Et plus c'est devenu naturel pour mes collègues, moins il y a eu besoin de le dire. Alors même que les gens étaient tout aussi nouveaux. Et on s'est rendu compte qu'il était très important que j'emploie ma canne blanche, même à l'intérieur du bâtiment, même si j'en avais pas besoin. Ma collègue, un jour à l'accueil, je la vois au bord des larmes et je lui dis « mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Elle me dit « mais je ne supporte plus. Il faut que tu fasses quelque chose. » Je me suis assise à côté d'elle, j'ai dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Elle me dit « tu viens sans ta canne, ok. Tu m'as demandé de pas t'aider parce que tu dois te débrouiller seule. Et en même temps, quand tu viens chercher quelqu'un dans la salle d'attente et qu'il y a des chaises, tu fonces dedans et les gens me regardent comme si j'étais une horrible parce que je te laisse te débrouiller seule. Alors prends ta canne, fais ce que tu veux, mais moi je continue pas comme ça. » D'abord, je l'ai un peu mal pris, je me suis dit, mais pourquoi elle se met dans un état pareil? Et après, je me suis dit, mais en fait, c'est pas pour toi-même, parce que j'étais là, je veux pas paraître handicapée, etc. Et j'ai dit, mais c'est pas pour toi que tu le fais, c'est pour donner un message aux autres. Alors maintenant, tu prends cette canne aussi à l'intérieur du bâtiment. Et comme ça, tu fais passer un message clair. Et c'est ce que j'ai fait. Et plus j'ai fait comme ça, moins il y a eu besoin d'avertir les gens. Maintenant, à la Cité des métiers, même si je me lève simplement de mon guichet pour aller chercher la personne suivante, je déplie toujours ma canne blanche, même si je ne fais que 5 pas et demi, mais comme ça, je donne un message clair aux gens, je ne vous vois pas. Et c'est beaucoup plus naturel et confortable. Et s'il y a besoin d'en parler, on en parle. Et s'il n'y a pas besoin, on n'en parle pas. Donc ça, c'est aussi être très attentif à ce que vivent aussi les collègues autour. Parce que j'ai eu aussi tendance à des périodes à demander trop d'aide sans vérifier si c'était ok pour le ou la collègue que je sollicitais. Donc ça m'a valu des mésententes avec certaines de mes collègues à la longue. Donc maintenant, je suis très attentive à ça. Et lorsque je demande de l'aide, je vérifie. Est-ce que ça te convient si on fait comme ça? Et si tu ne peux pas ou si ça te va pas, je trouve une autre solution. Et je pense que comme ça, tout le monde est plus confortable. Les entretiens de Synergie Mag. Quels sont vos hobbies et passions? J'en ai beaucoup. Je skie, je marche aussi beaucoup, je fais de l'aviron. C'est le fait de ramer sur le lac, sur un petit bateau. Ce qui veut dire qu'on est 4 rameurs mâles et non-voyants et un barreur qui lui est voyant, heureusement, qui s'occupe de la manœuvre. Sinon, on aurait déjà fini au lac depuis un moment. Je fais aussi du ski dans le cadre du groupement roman de skieurs aveugles et malvoyants. C'est-à-dire que je ne skie pas toute seule, je skie en étant guidée à la voix. Et au bâton, c'est-à-dire que le guide tient mon bâton lorsque on fait un chousse ou lorsqu'on est sur un chemin un petit peu étroit. Mais sinon, sur des pistes standards, je skie seule, guidée à la voix. Le guide est placé derrière moi et me donne des indications depuis derrière. Et du pilates. Sinon, j'adore la lecture. Je lis beaucoup de livres audio. Je lis en braille aussi parce que sinon, j'ai un bon vocabulaire, mais mon orthographe devient moins bon à force d'écouter les livres et de ne plus voir les mots écrits. Et je fais aussi du chant. J'aime beaucoup chanter. Les entretiens de Synergie Mag. Comment est-ce que vous faites pour vous rendre à votre travail? Alors, depuis mon domicile, je me rends à mon travail en transport public. Comme je travaille sur 2 lieux, je dois prendre des transports publics différents suivant où je me rends, sur lequel des 2 lieux, ça dépend des jours. Si je vais à l'école, je prends 2 bus.
Et si je me rends à l'office d'orientation professionnelle, donc à la Cité des métiers, je prends le tram. J'utilise ma canne blanche lors de mes déplacements et je me déplace en transportant ma ligne braille, qui est donc l'appareil qui me permet de lire sur l'ordinateur, puisque un programme a été installé pour une interface entre l'ordinateur et mon système braille, qui fournit également une synthèse vocale. Ce qui fait que selon ce que je fais, je lis en braille, ou selon ce que je fais, j'emploie la synthèse vocale. Bien entendu, dès lors qu'un élève ou un collègue est dans mon bureau, je n'utilise pas la synthèse vocale parce que c'est beaucoup plus important ce qu'il ou elle me raconte que ce que me dit l'ordinateur. Sur votre lieu de travail, il y a eu des adaptations particulières qu'ils ont mis en place? Alors, hormis installer les moyens auxiliaires, c'est-à-dire la ligne braille et la synthèse vocale, non, il n'y a pas beaucoup d'infrastructures, si ce n'est peut-être, au début, j'utilisais un détecteur de lumière parce que je n'ai pas pris tout de suite le réflexe d'allumer la lumière vu que je n'en avais pas l'utilité. Et c'est à force que des personnes qui venaient me voir me disent « Oh, mais j'ai pensé que vous n'étiez pas là parce que votre bureau n'était pas éclairé. » Je me suis dit « Ah oui, il faut que je pense à allumer la lumière même si moi je n'en ai pas besoin. » Ça paraît totalement élémentaire pour n'importe qui de faire ça, mais je n'y avais tout simplement pas pensé. Les entretiens de Synergie Mag. Les entretiens de Synergie Mag. Merci d'avoir suivi cet entretien. À tout bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à commenter et à partager